le 29 novembre 1943 à 11h47. Le sergent-chef, Eugene Moran, était accroupi à l'intérieur de la section de queue du B-17F Rikki-Tikki-Tavi, tandis que la DCA allemande déchirait le fuselage à 6100 mètres au-dessus de Brême. Ce mitrailleur de queue de 19 ans effectuait sa 5e mission avec le 86e Bomb Group de la 8e Air Force. 8 de ses 9 coéquipiers étaient déjà morts. La mission avait commencé 4 heures plus tôt à la base de la RAF Snetterton Heath en Angleterre. 346 forteresses volantes B-17 avaient décollé ce matin-là à destination des cibles industrielles de Brême. Les batteries anti-aériennes de Brême avaient détruit 64 bombardiers le mois précédent. L'escadron de Moran avait perdu 11 mitrailleurs de queue depuis septembre. La formation traversa la côte allemande à 7000 mètres. Moran scrutait le ciel à travers ses 2 mitrailleuses Browning de calibre 50. La position de queue offrait la vue la plus large, mais signifiait aussi être seul. Personne ne pouvait l'atteindre à travers l'étroit tunnel de passage. Si quelque chose tournait mal, il le confronterait seul. Les chasseurs allemands frappèrent la formation en premier. Les Messerschmitt Bf-109 attaquaient par le haut, tirant avec leurs canons de 20 mm. Moran suivit le chasseur approchant de l'arrière et pressa ses détentes. Les mitrailleuses martelèrent. Les douilles vides s'entrechoquaient autour de ses bottes. Le Messerschmitt fit une embardée et s'éloigna, laissant une traînée de fumée. Puis la DCA commença. Des éclatements noirs explosaient à travers la formation. Chaque explosion envoyait des fragments d'éclats se déplaçant à 900 mètres par seconde. Moran sentit les impacts secouer l'avion. L'interphone tomba en panne. Par son hublot, Moran regarda le Rikki-Tikki-Tavi glisser vers l'arrière de la formation. Les chasseurs allemands attaquaient en essaim. D'autres obus de canon martelèrent le fuselage. Moran riposta, mais les chasseurs venèrent de tous les angles. Une explosion massive secoua l'avion. La section du nez disparut dans les flammes. Le bombardier, le navigateur, le pilote, le copilote et le mécanicien navigant étaient morts. 3 autres hommes d'équipage dans la section centrale moururent lorsqu'un autre obus déchira le compartiment radio. Seuls Moran et le navigateur restaient en vie. Le navigateur sauta en parachute. Moran était seul. Il attrapa son parachute. Il était en lambeaux. Des impacts de balles criblaient de la voilure de soie. Les sangles du harnais étaient déchirées. Il ne s'ouvrirait pas. Il n'avait aucune issue. Puis vint l'impact qui changea tout. Un coup de DCA direct sectionna la partie arrière. L'explosion fut assourdissante. L'ensemble de la queue se détacha du fuselage. Moran sentit la soudaine embardée lorsque la gravité prit le dessus. Il tombait, toujours à l'intérieur de la section de queue, à 6100 mètres au-dessus de l'Allemagne, sans parachute. La queue ne tomba pas droit vers le bas. Les stabilisateurs verticaux et horizontaux agirent comme des surfaces portantes. La section se mit à planer, tournant lentement sur elle-même. Moran agrippa ses poignées de mitrailleuse. Aucun manuel ne couvrait la conduite à tenir lorsque votre avion se brise en deux. Par son hublot, il vit des chasseurs allemands tournoyer. Il supposait que tout le monde était mort, mais Moran était vivant, et son arme fonctionnait encore. Il visa un Messerschmitt qui passa en piqué. Il tira. Les traceurs dessinèrent une arche dans le ciel. Le pilote allemand vira sur l'aile, surpris que la section de queue coupée riposte. Moran continua de tirer. La section de queue poursuivit son étrange descente planée, tournant lentement, descendant à travers le ciel froid d'Allemagne, à 5800 mètres, 5500. Les équipes anti-aériennes allemandes au sol virent la section de queue tomber. Elles ouvrirent le feu. Il était pris pour cible par des chasseurs au-dessus et des batteries de DCA en dessous, tout en tombant à l'intérieur d'une section de queue détachée. L'altimètre fonctionnait encore, 5200 mètres, 4900. Le sol se rapprochait rapidement. La tête de Moran heurta violemment son viseur. Le sang coula dans ses yeux. Ses côtes se brisèrent contre les supports des mitrailleuses, mais il ne lâcha pas les armes. 4300 mètres, 3700. Des arbres en dessous, des champs. La ville de Sick, 20 km au sud de Brême, 3400 mètres, 2700.
Il essaya la trappe d'évacuation. Elle ne bougea pas. Le cadre s'était déformé. Il était enfermé dans un cercueil métallique tombant à plus de 160 km/h. 2400 mètres. 1800. La rotation le pressait contre la cloison. Ses plombages dentaires jaillirent de sa bouche à cause de la pression. 1500 mètres. 1000. Les arbres étaient des proches maintenant. La descente planée de la section s'aplatissait légèrement. Les stabilisateurs faisaient leur effet. 900 mètres. 600. Moran se prépara. Aucun moyen de diriger. Aucun moyen de ralentir. Aucune issue. 300 mètres. 150. La forêt en dessous se précipita à sa rencontre. 60 mètres. 30. La section de queue plongea vers la forêt à l'extérieur de Syke. Moran pouvait voir des pins individuels maintenant. Leurs branches s'élevaient comme des doigts sombres. La section tournoyait toujours, planant encore selon un angle prononcé, mais la gravité gagnait. L'impact arriva sans avertissement. La section de queue s'écrasa dans la cime des pins, des branches se brisèrent, du bois explosa, la structure métallique gémit, le stabilisateur vertical s'accrocha à un tronc épais et l'ensemble de la section pivota, ralentissant. D'autres branches cassèrent. La queue fit une culbute à travers la canopée, perdant des morceaux de revêtement en aluminium. Puis elle heurta le sol. L'impact projeta la tête de Moran contre son viseur. Son crâne se fractura. Le sang jaillit de son cuir chevelu. Ses côtes, déjà fracturées par la descente en vrille, se brisèrent complètement. Ses deux avant-bras se brisèrent contre les supports des mitrailleuses. La douleur fut immédiate et écrasante, mais il était vivant. Moran essaya de bouger. Ses bras ne répondirent pas. Cassé, sa poitrine hurlait à chaque respiration. Côte cassée, sa tête martelait. Crâne fracturé, le sang remplissait ses yeux. Il ne voyait pas clairement. Il entendit des voix allemandes, des pas écrasant le sol de la forêt. Quelqu'un arrivait. 2 hommes apparurent à travers l'épave. Ils portaient des vêtements en lambeaux, pas des uniformes de la Wehrmacht, pas des tenues de personnel au sol de la Luftwaffe. C'étaient des prisonniers de guerre serbes qui travaillaient à proximité lorsqu'ils virent la queue tomber. Les 2 hommes étaient des médecins capturés par les Allemands des années plus tôt. Ils avaient été forcés de travailler dans des camps de travail. Quand ils virent la queue américaine s'écraser dans les arbres, ils coururent vers elle. Ils s'attendaient à trouver un cadavre. À la place, ils trouvèrent Moran, à peine conscient, se noyant dans son propre sang. Les médecins serbes n'avaient aucun équipement, aucun médicament, aucun bandage, mais ils avaient une formation. Ils sortirent Moran de l'épave et l'allongèrent au sol. Un médecin maintint la tête de Moran immobile tandis que l'autre vérifiait ses blessures. Crâne fracturé, avant-bras brisé, côte cassée, hémorragie interne probable. Les médecins savaient que des patrouilles allemandes arriveraient bientôt. Ils travaillèrent rapidement. L'un d'eux utilisa des lambeaux de tissu déchirés de sa propre chemise pour immobiliser les bras de Moran. L'autre appliqua une pression sur la blessure à la tête, essayant d'arrêter le saignement. En quelques minutes, des soldats allemands apparurent. Ils encerclèrent le site du crash, fusils levés. Quand ils virent Moran, respirant à peine, couvert de sang, ils baissèrent leurs armes. Cet homme n'était pas une menace. Il était à peine vivant. Les soldats allemands chargèrent Moran sur un brancard. Les médecins serbes insistèrent pour l'accompagner. Les Allemands acceptèrent. Ils transportèrent Moran vers un hôpital militaire à Brême, la même ville qu'il avait bombardée quelques heures plus tôt. À l'hôpital, les médecins allemands examinèrent Moran. Ils secouèrent la tête. Ses blessures étaient catastrophiques. Le crâne fracturé seul aurait dû le tuer. Les côtes cassées avaient perforé ses poumons. Ses avant-bras étaient dépulvérisés. Il avait perdu des quantités massives de sang. Selon tout standard médical, il aurait dû être mort. Mais les médecins serbes refusèrent d'abandonner. Ils restèrent avec Moran toute la nuit, surveillant sa respiration, vérifiant son pouls. Le personnel médical allemand, malgré les ordres de prioriser leurs propres blessés, fournit les fournitures qu'ils pouvaient épargner. Moran dériva entre conscience et inconscience. Quand il était éveillé, la douleur était insupportable. Quand il était inconscient, il rêvait de tomber. Toujours tomber, la section de queue tournoyant, le sol se rapprochant,
les arbres. 3 jours passèrent, puis 4. L'état de Morand se stabilisa. Le crâne fracturé commença à guérir, bien que la pression sur son cerveau restait dangereuse. Ses côtes commencèrent à se ressouder. Ses avant-bras restaient inutilisables, mais les os se ressoudaient. Au 5e jour, des officiers du renseignement allemand arrivèrent. Ils voulaient des informations. Cibles de bombardement, tactiques de formation, fréquences radio. Moran ne leur donna rien. Grade, nom, numéro de matricule. C'était tout. Les interrogatoires continuèrent pendant 2 semaines. Les Allemands essayèrent tout. Menaces, promesses de meilleur traitement, longue période d'isolement. Moran ne dit rien. Finalement, ils abandonnèrent. Le 14 décembre 1943, des gardes allemands chargèrent Moran dans un camion avec d'autres prisonniers. Le camion voyagea vers l'Est à travers l'Allemagne pendant 3 jours. Moran était assis à l'arrière avec 14 autres prisonniers américains. Ses bras étaient toujours dans des attelles de fortune. Sa blessure à la tête avait formé une croûte, mais l'infection s'installait. Chaque chaos sur la route envoyait une douleur à travers ses côtes cassées. Ils arrivèrent au Stalag Luft 3 le 17 décembre. Le camp détenait 10 000 aviateurs alliés dans des baraquements en bois entourés de barbelés et de tours de garde. Les gardes fouillèrent chaque prisonnier à l'entrée. Ils prirent les plaques d'identité de Morand, son alliance et les quelques effets personnels qu'il lui restait. Les baraquements étaient gelés. Chaque chambre abritait 32 hommes dans des couchettes en bois. Un unique poêle à charbon fournissait de la chaleur, mais les rations de charbon étaient minimales. 2 couvertures par prisonnier. Les températures chutèrent à moins 23 degrés Celsius cet hiver-là. La nourriture arrivait 2 fois par jour. La ration du matin était une tranche de pain noir et du café fait d'orge brûlée. La ration du soir était une soupe claire avec occasionnellement des épluchures de pommes de terre. La Croix-Rouge envoyait des colis alimentaires, mais les gardes allemands en confisquèrent la plupart. Les prisonniers recevaient un colis par mois au lieu d'un par semaine. Les bras de Moran commencèrent à guérir de travers. Sans immobilisation médicale correcte, les os fusionnèrent selon de mauvais angles. Il pouvait bouger ses doigts, mais ses avant-bras restaient tordus. Les tâches simples devenaient impossibles. Boutonner une chemise, lasser ses bottes, tenir une cuillère. D'autres prisonniers l'aidaient. Le camp avait une radio secrète. Les prisonniers l'avaient assemblée à partir de pièces clandestines sur 18 mois. Ils la cachaient dans un double mur du baraquement 14. Chaque nuit, des prisonniers désignés écoutaient les émissions de la BBC et transcrivaient les nouvelles. L'information se répandait dans le camp au matin. En janvier 1944, la radio rapporta l'intensification des raids de bombardement alliés sur l'Allemagne. En février, ils apprirent le bombardement du mont Cassin. En mars, arrivèrent les nouvelles d'attaques aériennes accrues sur Berlin. Chaque rapport signifiait plus de bombardiers américains dans le ciel, plus d'équipages abattus, plus de prisonniers arrivant au Stalag Luft 3. Le 24 mars 1944, le camp éclata en chaos. 76 prisonniers s'évadèrent par un tunnel nommé Harry. Ils creusaient depuis plus d'1 an, descendant à 9 mètres sous terre pour passer sous les barbelés. Le tunnel s'étendait sur 102 mètres depuis le baraquement 104 jusqu'à la forêt au-delà de la clôture. L'évasion dura une nuit. Les gardes allemands découvrirent le tunnel à l'aube. Ils mobilisèrent 70 000 soldats, policiers et jeunesse hitlérienne pour rechercher les évadés. En 2 semaines, ils capturèrent 73 prisonniers. La Gestapo en exécuta 50. Ils les abattirent individuellement à différents endroits sur ordre direct de Hitler. Les 23 prisonniers restants retournèrent au Stalag Luft 3. Les gardes allemands affichèrent leurs noms au tableau d'affichage. Le camp tomba dans le silence lorsque les prisonniers lurent à la liste des morts. La sécurité se resserra immédiatement. Les gardes augmentèrent les appels de rassemblement de 2 à 5 par jour. Ils interdirent tout mouvement des prisonniers après la tombée de la nuit. Ils fouillèrent chaque baraquement chaque semaine. Ils confisquèrent les outils, le fil de fer, tout ce qui pouvait servir à creuser. Moran observa tout cela depuis sa couchette. Ses bras retrouvaient lentement leur fonction, mais il ne pouvait pas travailler efficacement. D'autres prisonniers l'incluaient malgré tout dans leurs activités. Ils partageaient la nourriture, ils l'aidaient à s'habiller, ils lui racontaient des histoires sur le pays.
Les mois passèrent. L'été arriva. La guerre continua. La radio secrète rapporta le jour J, le 6 juin. Les forces alliées débarquaient en Normandie. Les prisonniers célébrèrent discrètement. Les gardes accrurent leur vigilance. À l'automne 1944, le front de l'Est s'effondrait. Les forces soviétiques avançaient envers l'Allemagne. La radio secrète le confirmait chaque nuit. Les chars russes étaient à 500 km, puis 300, puis 150. Le 27 janvier 1945, les gardes allemands ordonnèrent à tous les prisonniers d'évacuer. Les soviétiques étaient à 80 km du camp. La marche commença à 4 heures du matin dans une tempête de neige. 10 000 prisonniers formèrent des colonnes sur la route à l'extérieur du Stalag Luft 3. Chaque homme portait une couverture et toute la nourriture qu'il pouvait rassembler. Les gardes ne distribuèrent aucune ration supplémentaire. La température était de moins 26 degrés Celsius. Les gardes allemands leur dirent qu'ils marchaient vers l'ouest, loin de l'avancée soviétique. Ils ne dirent pas jusqu'où. Ils ne dirent pas où ils allaient. Ils dirent que quiconque resterait en arrière serait abattu. La colonne se mit en marche à l'aube. Le bras de Moran le faisait encore souffrir des blessures subies 13 mois plus tôt. Ses côtes avaient guéri, mais l'air froid rendait la respiration douloureuse. Il enroula sa couverture autour de ses épaules et se mit à marcher. Le premier homme mourut le 2e jour. Un bombardier américain de l'Ohio s'effondra dans la neige. Les gardes traînèrent son corps au bord de la route et firent avancer la colonne. Au 3e jour, 4 autres prisonniers étaient morts. À la fin de la première semaine, 23 corps gisaient dans la neige le long de la route. Les prisonniers marchaient 12 heures par jour. Les gardes autorisaient des pauses de 10 minutes toutes les 2 heures. La nuit, ils parquaient les prisonniers dans des granges ou des églises. Parfois, ils dormaient en plein champ. La neige continua de tomber. Les températures tombèrent à moins 30 degrés Celsius. La nourriture devint la seule pensée. Les gardes ne fournirent aucune ration. Les prisonniers mangèrent de la neige pour s'hydrater. Certains trouvèrent des pommes de terre gelées dans les champs. D'autres arrachèrent l'écorce des arbres. Quelques-uns échangèrent des objets personnels avec des civils allemands contre du pain. La plupart moururent de faim. Les pieds de Moran se couvrirent d'ampoules après la première semaine. Les ampoules éclatèrent et s'infectèrent. Il sentait du liquide dans ses bottes à chaque pas. D'autres prisonniers souffraient pire. Des engelures noircissaient les orteils et les doigts. Des hommes perdirent des parties de leurs pieds, mais continuèrent à marcher parce que s'arrêter signifiait la mort. La marche continua pendant tout février. La colonne parcourut 30 km certains jours, 15 les mauvais jours. Lorsque les blizzards réduisaient la visibilité à néant, ils faisaient 8 km. Les gardes les poussaient en avant, quelles que soient les conditions. À la mi-février, la colonne avait parcouru 320 km. Ils traversèrent des villes allemandes abandonnées. Des civils regardaient depuis les fenêtres, mais n'offraient aucune aide. La guerre se terminait. Tout le monde le savait. L'Allemagne s'effondrait, mais la marche continuait. Certains prisonniers tentèrent de s'évader. La plupart échouèrent. Les gardes allemands abattirent 3 hommes qui coururent vers les bois près de Schwerin. Ils laissèrent les corps sur place en guise d'avertissement. La colonne continua d'avancer. D'autres prisonniers abandonnèrent simplement. Ils s'assirent dans la neige et refusèrent de marcher. Les gardes les abattirent. 73 prisonniers moururent pendant le premier mois de la marche. Les survivants arrêtèrent de compter après cela. Moran continua de marcher. Ses pieds infectés hurlaient à chaque pas. Ses bras le faisaient constamment souffrir. Ses côtes martelaient dans le froid. Mais il continua de bouger, un pied devant l'autre, heure après heure, jour après jour. La colonne traversa le centre de l'Allemagne. L'artillerie soviétique grondait au loin derrière eux. Les bombardiers américains volaient au-dessus, se dirigeant vers l'est. Les gardes devinrent nerveux. Ils savaient la guerre perdue, mais ils suivaient leurs ordres. Faire avancer les prisonniers, ne pas les laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Le 15 mars 1945, après 47 jours de marche, la colonne atteignit la ville de Bitterfeld. Les gardes parquèrent les prisonniers dans une vieille usine. Ils dirent que c'était temporaire. Ils dirent que des transports arriveraient bientôt. Les prisonniers s'effondrèrent sur le sol de l'usine. La plupart ne pouvaient plus se tenir debout.
Les pieds de Moran avaient tellement enflé que ses bottes ne voulaient plus partir. 3 semaines passèrent dans l'usine de Bitterfeld. Les gardes n'apportèrent aucune nourriture. Les prisonniers survécurent avec les restes qu'ils trouvaient dans le bâtiment. Les rats devinrent des cibles. Des hommes les attrapaient et les faisaient rôtir sur de petits feux. D'autres mangèrent de l'herbe et des mauvaises herbes poussant à travers les fissures du sol en béton. Le poids de Moran tomba en dessous de 45 kilos. Il pesait 75 kilos lorsque son B-17 fut abattu 16 mois plus tôt. Ses côtes saillaient sous sa peau. Son visage était squelettique. Ses pieds infectés suppuraient constamment. D'autres prisonniers étaient dans un état pire. La dysenterie se propagea dans l'usine. Des hommes trop faibles pour se tenir debout se soulagèrent sur place. La puanteur était insoutenable. Les gardes allemands restaient à l'extérieur. Ils n'apportèrent aucun médicament, aucun bandage, rien. Le 8 avril, les prisonniers entendirent de l'artillerie. Proche, de l'artillerie américaine. Le son venait de l'ouest, s'amplifiant chaque jour. Les gardes s'agitaient. Ils tenaient des conversations précipitées. Certains disparurent pendant la nuit. Au 10 avril, des tirs d'armes légères résonnaient à travers Bitterfeld. L'infanterie américaine était entrée dans la ville. Les gardes allemands abandonnèrent l'usine. Ils laissèrent les portes déverrouillées et s'en allèrent simplement. Les prisonniers étaient trop faibles pour célébrer. La plupart ne pouvaient pas se lever. Ils gisaient sur le sol de l'usine, écoutant la bataille à l'extérieur. Tirs de mitrailleuses, canons de chars, le claquement caractéristique des fusils M1 Garand. Le 11 avril 1945 à 14 heures, des soldats américains de la 104e division d'infanterie défoncèrent les portes de l'usine. Ils s'arrêtèrent en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Des centaines d'hommes squelettiques gisant dans leurs propres excréments. L'odeur frappa les soldats immédiatement. Plusieurs reculèrent à l'extérieur pour vomir. Un infirmier entra le premier. Il passa d'un prisonnier à l'autre, vérifiant les pouls, évaluant les états. Quand il atteignit Moran, il secoua la tête. Le jeune fermier du Wisconsin respirait encore, mais à peine. Son pouls était faible, ses pieds étaient gangrenés, son corps s'éteignait. Les infirmiers appelèrent des brancards. Ils transportèrent les prisonniers à l'extérieur, vers des ambulances en attente. Moran dériva entre conscience et inconscience pendant le transport. Il se souvint avoir vu des drapeaux américains. Il se souvint avoir entendu parler anglais. Il se souvint avoir pleuré. L'hôpital de campagne était à 25 kilomètres à l'ouest. Les médecins de l'armée travaillèrent toute la nuit à soigner les prisonniers libérés. Ils coupèrent les bottes de Moran. Ses pieds étaient noirs de nécrose. Les médecins envisagèrent l'amputation, mais décidèrent d'essayer de les sauver d'abord. Ils injectèrent à Moran des sulfamides et de la pénicilline. Ils nettoyèrent ses blessures. Ils lui donnèrent du plasma. Ils stabilisèrent son état. Le 13 avril, ils le transférèrent dans un hôpital plus grand en France. La guérison prit des mois. L'infection dans ses pieds disparut lentement. Son poids remonta à 55 kilos en juin. Ses bras retrouvèrent la plupart de leurs fonctions, bien qu'ils restèrent légèrement tordus à cause de la mauvaise guérison. Le 3 juillet 1945, les médecins autorisèrent le transport de Moran vers les États-Unis. Il embarqua sur un navire-hôpital au Havre. La traversée prit 8 jours. Le 11 juillet, le navire accosta dans le port de New York. Moran se tenait sur le pont lorsque la Statue de Liberté apparut. Il était parti depuis 2 ans et 9 mois. Il avait effectué 5 missions de combat. Il était tombé de 6400 mètres à l'intérieur d'une queue sectionnée. Il avait survécu 17 mois comme prisonnier de guerre. Il avait marché 1000 kilomètres à travers un hiver allemand. Il avait 21 ans. Le navire accosta au pier 90. Le personnel de l'armée aida les prisonniers à descendre la passerelle. Des foules acclamaient derrière des barrières. Quelqu'un joua l'hymne national sur des haut-parleurs. Moran ne pouvait s'arrêter de pleurer. Il était chez lui. De New York, Moran voyagea en train au camp Kilmer dans le New Jersey. Les médecins de l'armée effectuèrent des examens médicaux complets sur tous les prisonniers de retour. Ils documentèrent chaque blessure, chaque cicatrice, chaque effet durable de la captivité. Le dossier médical de Moran remplissait 11 pages. Crâne fracturé avec fracture cicatrisée,
Les deux avant-bras mal ressoudés avec un angle de 15 degrés. 6 côtes avec ancienne ligne de fracture. Douleurs chroniques dans le bas du dos dues à la compression vertébrale pendant la chute. Lésions nerveuses dans les 2 pieds dues aux engelures et à l'infection. Lésions organiques induites par la malnutrition. Stress post-traumatique. Les médecins recommandèrent 3 mois de traitement supplémentaire. Moran refusa. Il voulait rentrer chez lui. Il voulait voir sa famille. Il ne les avait pas vus depuis octobre 1942, près de 3 ans plus tôt. Le 25 juillet, l'armée lui accorda 30 jours de permission. Il prit un bus pour le Wisconsin. Le trajet prit 2 jours. Il dormit la plupart du temps, récupérant encore ses forces. Sa famille l'attendit à la gare routière de Soldiers Grove. Sa mère ne le reconnut pas au premier abord. L'homme squelettique descendant du bus ne ressemblait en rien au fils dont elle se souvenait. Quand elle réalisa que c'était Eugene, elle s'effondra. Son père la rattrapa. Moran passa le mois d'août chez lui, dormant dans son ancien lit, mangeant la cuisine de sa mère, marchant dans la ferme qu'il avait quittée 3 ans plus tôt. Des voisins rendaient visite chaque jour. Ils posaient des questions. Comment c'était? Les Allemands étaient-ils cruels? Avaient-ils tué quelqu'un? Comment avait-il survécu à la chute? Moran répondit à certaines questions, d'autres, il ne pouvait pas. Certains souvenirs étaient trop crus. La section de queue tournoyante, le vent hurlant, les corps de ses coéquipiers, la marche de la mort, l'usine de Bitterfeld. Le 1er septembre 1945, Moran retourna en service actif au camp McCoy dans le Wisconsin. La guerre avec le Japon s'était terminée 2 semaines plus tôt. L'armée se démobilisait rapidement. Des millions de soldats étaient démobilisés. Les papiers de démobilisation de Moran arrivèrent le 1er décembre. Grade final, sergent-chef, date de service, octobre 1942 à décembre 1945. Mission de combat, 5, statut, honorablement démobilisé. Ces médailles arrivèrent séparément. 2 Purple Heart pour blessures reçues au combat, la Air Medal avec feuille de chêne en or pour accomplissement aérien, la European African Middle Eastern Campaign Medal pour service dans la campagne européenne, la Good Conduct Medal, la Prisoner of War Medal. Aucune médaille n'existait pour être tombé de 6400 mètres à l'intérieur d'une queue sectionnée tout en tirant sur des chasseurs ennemis. Moran retourna à Soldier Grove en civil. Il avait 22 ans, sans éducation universitaire et sans perspective d'emploi. La ferme avait besoin d'aide, alors il y travailla, plantant, récoltant, s'occupant du bétail. Le même travail qu'avant la guerre. Mais tout semblait différent. Le poids des outils dans ses bras tordus, la douleur dans ses pieds après de longues journées debout, les cauchemars qui le réveillaient chaque nuit, le bruit des moteurs d'avion qui le faisaient se figer. En 1947, il rencontra une femme nommée Hélène lors d'une fête paroissiale. Ils se marièrent 6 mois plus tard. Au cours de la décennie suivante, ils eurent 9 enfants. Moran travailla dans le bâtiment pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne se plaignit jamais de ses blessures. Il ne parla jamais de la guerre, à moins d'être directement interrogé. Pendant des décennies, son histoire resta largement inconnue. Ses coéquipiers étaient morts. Le navigateur qui avait sauté s'était installé en Californie et avait perdu contact. Les médecins serbes qui l'avaient sauvé avaient disparu dans le chaos d'après-guerre. Les registres allemands de l'incident étaient dispersés ou détruits. En 2007, un journal local du Wisconsin publia un court article sur Moran. Le titre disait « Un vétéran local a survécu à une chute impossible ». L'article attira l'attention de John Armbruster, un historien militaire de l'Iowa. Armbruster faisait des recherches sur les pertes de bombardiers de la 8e Air Force au-dessus de l'Allemagne. Quand il lut la survie de Moran, il se rendit au Wisconsin pour l'interviewer. Moran avait 83 ans. Il vivait toujours à Soldiers Grove. Sa femme Hélène était morte 3 ans plus tôt. Ses 9 enfants lui rendaient régulièrement visite. Ses mains portaient encore les angles tordus de ses avant-bras brisés 64 ans plus tôt. Armbruster passa 3 jours à interviewer Moran. Il enregistra tout. Le briefing de mission du 29 novembre, les attaques de chasseurs, la DCA, le moment où la queue se détacha, la chute, les médecins serbes, le Stalag Luft 3, la marche de la mort, tout. Moran parlait lentement,
prudemment, se rappelant des détails dont il n'avait pas parlé depuis des décennies. Il montra à Armbruster ses papiers de démobilisation, ses médailles, des photos de la guerre, une lettre du navigateur qui avait sauté, envoyée en 1946 et jamais répondu. Armbruster commença à rechercher l'incident. Il contacta l'American Air Museum en Grande-Bretagne. Ils avaient des registres du Rikki-Tikki-Tavi, numéro de série 42-30359, assigné au 339e Bomb Squadron, porté disparu le 29 novembre 1943. Équipage, 10. Tués au combat, 8. Prisonniers de guerre, 2. Il trouva le rapport d'équipage disparu numéro 1392. Il listait les noms de l'équipage, les détails de la mission, l'endroit où le bombardier avait été vu pour la dernière fois près de Brême. Cause, avion ennemi. Armbruster se rendit en Allemagne. Il localisa la ville de Sick, 20 km au sud de Brême. Il interrogea des Allemands âgés qui se souvenaient de novembre 1943. Plusieurs se rappelaient avoir vu une section de queue tomber du ciel. Un homme, alors âgé de 6 ans, avait observé depuis un abri anti-aérien lorsqu'elle s'était écrasée dans la forêt. Un chercheur allemand, Ulf Kaczmarek, avait documenté l'accident indépendamment. Il avait trouvé le site d'impact dans les bois. Des morceaux de revêtement en aluminium gisaient encore enterrés dans le sol 70 ans plus tard. Il avait interviewé des témoins. Il avait cartographié le champ de débris. Armbruster et Kaczmarek combinèrent leurs recherches. En 2018, ils organisèrent une commémoration à Sick. Ils invitèrent la famille de Morand. 6 de ses 9 enfants firent le voyage en Allemagne. La ville de Sick érigea une plaque commémorative sur le site de l'accident. Elle listait les noms des 10 membres d'équipage. La cérémonie de dédicace eut lieu le 29 novembre 2018, exactement 75 ans après l'accident. Les enfants de Moran se tinrent dans la forêt où leur père avait atterri. Ils virent les arbres, la clairière, l'endroit où la queue s'était finalement arrêtée. Des citoyens allemands qui avaient été témoins de l'accident se tinrent à côté d'eux. Ils partagèrent leurs souvenirs, ils exprimèrent leur gratitude que Moran ait survécu. Les enfants rencontrèrent les chercheurs allemands qui avaient préservé l'histoire. Ils rencontrèrent le petit-fils de l'un des médecins serbes qui avait sauvé la vie de Moran. Ils visitèrent l'hôpital de Brême où les médecins allemands l'avaient soigné. Ils se tinrent sur la route où la marche de la mort était passée. Moran n'était pas là. Il était mort 4 ans plus tôt, le 23 mars 2014. Il avait 90 ans. Il avait vécu 69 ans après être tombé de 6400 mètres à l'intérieur d'une queue de B-17 sectionnée. Mais son histoire survécut. En 2022, John Armbruster publia son livre sur Moran. Il l'intitula « Tailspin ». Le livre documentait tout. La mission, la chute, la survie, la captivité, la marche de la mort, la longue vie qui suivit. Le livre incluait des photos qu'Armbruster avait collectées. Moran en jeune aviateur en 1943. L'équipage du Rikki-Tikki-Tavi, debout près de leur bombardier. Le site d'impact dans la forêt allemande. La plaque commémorative à Sick. Moran, dans ses 80 ans, assis dans sa maison du Wisconsin, tenant ses Purple Hearts. Armbruster interrogea des experts en aviation pour comprendre comment Moran avait survécu. Des ingénieurs aéronautiques analysèrent la structure de la queue. Le stabilisateur vertical mesurait 4 mètres de haut. Les stabilisateurs horizontaux avaient une envergure de 13 mètres. Ensemble, ils créaient suffisamment de surface pour générer de la portance. La répartition du poids de la queue était critique. Les mitrailleuses, les munitions et Moran lui-même étaient de positionner à l'avant. Cela créait un point d'équilibre naturel. Les stabilisateurs agissaient comme des ailes. La section ne tomba pas droit vers le bas. Elle plana, tournant lentement, descendant à environ 110 km/h au lieu de la vitesse terminale. Les arbres fournirent l'élément final. La forêt de pins à l'extérieur de Sick avait des arbres de plus de 25 mètres de haut. La queue heurta des branches au sommet de la canopée. Chaque branche brisée absorbait de l'énergie. Le stabilisateur vertical s'accrocha à un tronc épais. L'impact ralentit la descente de 110 km/h à peut-être 50. Assez pour tuer la plupart des gens, mais la combinaison de facteurs donna une chance à Moran.
Seuls 2 autres cas documentés existent d'aviateurs survivant à des chutes similaires. Le mitrailleur de queue britannique Nicholas Alcemade tomba de 5500 mètres sans parachute en mars 1944 et survécut. Le mitrailleur de tourelle ventrale américain Alan Magee tomba de 6700 mètres et s'écrasa à travers le toit d'une gare en janvier 1943 et survécut. Les 3 hommes avaient certains facteurs en commun. Ils restèrent avec des épaves créant de la traînée. Ils heurtèrent des objets qui brisèrent leur chute. Des arbres pour Alcemade et Moran, un toit de verre pour Magee. Ils étaient jeunes et en bonne forme physique, et ils eurent une chance extraordinaire. Moran ne se considéra jamais comme chanceux. Il perdit 8 coéquipiers le 29 novembre 1943. Il passa 17 mois comme prisonnier de guerre. Il endura une marche de la mort de 1000 kilomètres à travers un hiver allemand. Il porta des cicatrices physiques et psychologiques pour le restant de sa vie. Mais il vécut. Il rentra chez lui, il se maria, il éleva 9 enfants, il travailla, il construisit une vie, il vécut jusqu'à 90 ans. Le 18 octobre 2008, la ville de Soldiers Grove dédia une rue en son honneur. Ils la nommèrent Moran Way. Eugene assista à la cérémonie avec sa famille. Il avait 84 ans. Il se tenait près du nouveau panneau de rue, souriant, entouré de ses enfants et petits-enfants. Quelqu'un lui demanda ce que cela faisait d'avoir une rue nommée d'après lui. Il dit que c'était étrange. Il n'avait fait que ce qu'il devait faire, survivre, rentrer chez lui, vivre sa vie. C'était Eugene Paul Moran, un fils de ferme du Wisconsin qui tomba de 6400 mètres et refusa de mourir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela nous aide vraiment à continuer de partager ces récits historiques oubliés avec le plus grand nombre. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à @Histoire de Guerre TV. Nous mettons régulièrement au jour des histoires de survie incroyables de la Seconde Guerre mondiale qui méritent d'être connues. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires de quel endroit vous nous regardez. Et si quelqu'un dans votre famille a une histoire de la Seconde Guerre mondiale qui n'a jamais été racontée, nous serions ravis de l'entendre. Merci de votre attention. Et merci, Eugene Moran, de nous avoir montré jusqu'où peut aller la force de l'esprit humain. Nous n'oublierons pas.